Les amis, bonsoir. Je crois que on va essayer de démarrer maintenant. Et en guise d'introduction à notre journée des plateaux de demain, Inch'Allah, on a le plaisir d'accueillir, pour la première fois, je pense, à la GPC, le docteur Hassan. Webinaire. Ouais. Donc, le professeur Hassan Mellouki de Tanger, pour nous parler des Mekis. Des Mekis, j'ai marqué Mekis en pratique, enjeux et défis à l'ère actuelle. Et je saisis l'occasion pour saluer la présence de nos amis, nos invités de France, le professeur Pavlovski, un grand spécialiste de l'IA, il est infectiologue, et notre ami habitué de l'AGPC, le professeur Rosa Isabelle. Alors, comme on a avec nous monsieur le professeur Pavlovski, j'aurais dû mettre à l'ère de l'intelligence artificielle. Parce que vraiment, chaque domaine, chaque sujet, chaque partie de notre vie, eh ben, il est imprégné maintenant par l'intelligence artificielle. Et donc, il est 7h30, on devait commencer à 7h, mais bon, c'est pas trop tard. Je donne la parole directement au professeur Hassan Mellouki. Et bien sûr, je n'oublierai pas de remercier nos partenaires laboratoire Jensen qui nous ont permis d'organiser cette réunion préparatrice de la journée de demain. Et donc, un peu de Meki, et puis demain, c'est que de l'hépato. Je salue aussi la présence de tous nos amis du Maroc, Rabat, Jdida, Ben Mellal, donc Tanja. Donc, bienvenue à tous et je donne la parole à... Alors, salam alaikum jami'an, bonsoir tout le monde. C'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous. Je tiens à remercier l'association des gastro-entérologues privés du Grand Casablanca pour leur invitation. Mes amis Dr Benhioun et Dr Hello. Surtout, il ne faut pas l'oublier, c'est Hello. Tout le bureau, bien sûr, de la GPC pour le grand travail qu'ils font et pour le rigueur, pour le maintien de cette journée des pathologies. Sincèrement, félicitations. Avec la rentrée scolaire, universitaire et tout, donc tout en même temps, sincèrement, félicitations. Oui, prochainement, de l'ASMAT, Inch'Allah, qui est couplé au Congrès national de l'ASMAT. Je tiens à remercier le laboratoire Jensen pour leur implication dans la formation médicale continue. Ils le font de façon très rigoureuse sur le plan national, au niveau de toutes les régions, donc je tiens à les remercier. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet, je ne pense pas un sujet, mais on va parler des Mekis. Et quand on dit Mekis, c'est un petit peu, c'est large, c'est vaste. Et en discutant avec Dr Benhioun pour choisir la thématique, on a dit Crohn anopérinéal, RCH, Crohn iocécal, et à la fin, il me dit, on veut des cas cliniques, que ce soit interactifs. Donc on va essayer de faire des cas cliniques de la vraie vie, parce que le titre, il est un petit peu fort, enjeux et défis à l'ère actuelle. Donc, malgré que les traitements se sont développés, il faut se dire que la prise en charge reste toujours difficile et c'est au cas par cas. Et donc là, à travers cette présentation, je vais essayer de présenter des cas cliniques de la vraie vie et des cas où on a eu des difficultés à prendre en charge les patients. Donc je vais vous donner les cas comme tels. Alors en guise d'introduction, on sait très bien que la gestion elle est plus difficile, même si on a plus de moyens actuellement. Les objectifs thérapeutiques sont plus élargis. Alors autrefois, il y a 10 ans ou 15 ans, quand on traitait une Meki, c'était le patient ou la patiente, il n'y a plus de diarrhée, pas de douleur abdominale, pas de sang, et tout allait bien. Actuellement, on cherche plus. On a besoin d'avoir une normalisation des biomarqueurs, la CRP et la calprotectine fécale. On a besoin de l'endoscopie pour faire le diagnostic, mais aussi le monitoring pour avoir une cicatrisation endoscopique qui est le guise d'une rémission complète à long cours. Et bien sûr, on a besoin aussi de l'imagerie pour le diagnostic, mais aussi pour le suivi. Et là, il y a l'avènement de l'échographie. Et je pense que tous les gastro-entérologues marocains font de l'échographie. Tout le monde dans ces salles fait de l'échographie.
Alors nous, au Maroc, je pense que tous les gastro-entérologues font de l'échographie. Et actuellement, il y a beaucoup d'ateliers d'échographie dans les MICI. Et sincèrement, je pense que ça a changé notre prise en charge. Pourquoi ? Parce que vous êtes dans votre cabinet, un patient qui vient, vous posez la sonde, vous avez un épaississement, d'allure inflammatoire, donc vous êtes déjà orienté. Au cours du traitement, ça vous permet de faire le monitoring et de la réponse. Vous ne pouvez pas faire l'endoscopie chaque mois, vous ne pouvez pas demander de l'imagerie chaque 2 ou 3 mois. Et donc l'échographie reste un moyen très utile pour surveiller vos patients. Donc je me dis que c'est quelque chose qui est très important. Alors l'intérêt aussi du diagnostic précoce, il y a des patients qui consultent là et là et là, retard diagnostique, retard d'introduction des traitements, et bien sûr ça change l'histoire de la maladie vers l'aggravation. Et quand on fait un bon diagnostic, comme je dis toujours à mes étudiants quand je donne un cours à la faculté, dans les MICI en général, il faut avoir un sac à dos bien rempli et prendre l'autoroute. Et dans l'autoroute, vous savez très bien qu'on ne peut pas faire demi-tour. Donc si on a pris le chemin, c'est très difficile de revenir en arrière. Il faut se poser des questions à chaque station, mais il faut bien avoir le maximum d'informations pour bien traiter nos patients. Actuellement, les objectifs ont évolué aussi parce qu'il y a ce qu'on appelle les PRO. Il y a les objectifs du médecin, les objectifs du patient. Le patient, il ne veut plus être déprimé, il ne veut plus être anxieux, il a besoin d'une qualité de vie. Et Dieu sait actuellement que nos patients sont des patients de plus en plus jeunes. En moyenne de la trentaine, je dirais, maximum quarantaine, sont au début de leur vie, de professionnels, vie de famille. On voit des médecins, des ingénieurs, des avocats, des gens qui sont jeunes et qui ont besoin de revenir rapidement à la vie professionnelle pour éviter bien sûr cette dépression et de sombrer dans la maladie. Vous connaissez tous les objectifs actuellement, le STRIDE 2. Donc on a des objectifs à moyen terme, à court terme je veux dire. Les objectifs à court terme, c'est essentiellement la rémission clinique. À moyen terme, c'est la normalisation des biomarqueurs. Et à long terme, c'est la rémission endoscopique et aussi histologique. Histologique pour la RCH et transmurale dans la maladie de Crohn. Alors les stratégies dans les MICI, ils ont évolué. Vous allez entendre beaucoup de nouveaux concepts en matière de MICI. Alors le plus important, c'est que en matière de MICI, il y a là l'histoire naturelle. Si on prend la maladie de Crohn, elle va évoluer de cette façon. Alors le malade va avoir la maladie, par la suite le risque de sténose, le risque de fistule, d'absédation, de chirurgie, de morbimortalité augmentée parce que le nombre d'hospitalisations va augmenter. Mais dans la maladie de Crohn, nous avons une petite fenêtre, que je dirais, la fenêtre thérapeutique. À ce moment-là, si on intervient précocement, on met nos traitements, eh ben, on change l'histoire naturelle de la maladie. Donc là, c'est un message qui est très important en matière de prise en charge des maladies inflammatoires. Et là, vous allez avoir le concept de l'intervention précoce, le titre control, le trait to target, le thérapeutique drug monitoring, c'est-à-dire le dosage et l'adaptation des traitements selon le dosage. Et il y a à chaque fois de nouveaux traitements. Alors, si vous partez sur le site du GTED, est-ce que vous mettez de temps en temps à ouvrir et de voir les fiches thérapeutiques? Vous allez remarquer qu'à chaque mois, chaque 2 mois, il y a de nouveaux traitements. Et des traitements qu'on ne connaissait pas, qui étaient en phase 2, à phase 3, et actuellement, ils sont en l'AMM. Donc ça change rapidement en matière de traitement dans la prise en charge. Alors les biothérapies, ils ont changé la donne en matière de prise en charge des MICI, bien sûr avec les anti-TNF, et bien sûr, par la suite, il y a eu les anti-L12-23, le TOFA qui est arrivé au Maroc, bien sûr, après les secukinumab. Actuellement, il a l'AMM, mais c'est encore un peu compliqué dans la RCH. Les secukinumab dans la RCH et la maladie de Crohn, mais il a eu l'AMM initialement dans la maladie de Crohn, puis dans la RCH. Les anti-TNF avec le chef de file, l'infliximab, la DAI, le golimumab, qui est indiqué dans la RCH et pas dans la maladie de Crohn. Bien sûr, il y a des biosimilaires, et on est en attente des biosimilaires des anti-TNF par voie sous-cutanée. Et bien sûr, les nouvelles molécules qui vont nous aider, parce que les patients sont demandeurs. Traiter une MICI par un traitement oral, c'est vraiment, je dirais, spectaculaire. Un comprimé, et on traite une maladie inflammatoire. Ce que nous avons pour le moment au Maroc, c'est ça. On n'a pas toutes les molécules, on a quelques molécules, et on essaie d'adapter en fonction de ce qu'on peut. Je ne vais pas m'attarder sur les dosages ni les schémas thérapeutiques. Mais le plus important, c'est que, bien sûr, il y a des schémas adaptés en fonction, c'est soit la voie injectable, soit la voie sous-cutanée, soit la voie injectable initialement pour l'ustekinumab,
et le relais par la voie sous-cutanée. Mais ce qu'il faudrait savoir, c'est au cours du traitement de vos patients, vous allez avoir des patients qui seront candidats aux biothérapies. Ça devient obligatoire. Alors ici, dans une cohorte, la cohorte SPAM, ils ont essayé d'évaluer plus de 69 000 patients. Entre 2009 et 2013, de façon rétrospective, ils ont retrouvé quand même que sur le total des patients, il y a eu quand même 52 qui ont nécessité de maladie de Crohn, qui ont reçu une biothérapie, et 20 pour la RCH. Il faut dire aussi que sur le plan épidémiologique, ça a changé. Je ne sais pas dans votre pratique courante, autrefois on voyait plus de RCH que de maladie de Crohn. Actuellement, j'ai l'impression, on n'a pas encore les chiffres nationaux, mais déjà, je pense qu'il y a plus de maladies de Crohn que de RCH. Je ne sais pas si vous le confirmez. Crohn ou RCH, nous en consultation, on voit beaucoup plus de maladies de Crohn que le RCH. Et là, comme a dit notre confrère, c'est que oui, le registre national, il s'impose. Donc, on a le registre épidémiologique des MICI, sur lequel la SMAD a beaucoup travaillé. Et Inch'Allah, nous attendons prochainement qu'on reprenne le travail sur le registre, comme a dit Dr Lhelou, pour avancer, pour avoir des chiffres nationaux. On a des chiffres des différentes régions, mais on n'a pas de chiffre national. Mais ce qui sort dans les différents travaux des CHU essentiellement, on a une inversion de l'épidémiologie, plus de maladies de Crohn que de RCH. Alors qu'autrefois, on voyait plus de RCH, et les Crohn que nous voyons, ce sont souvent des maladies de Crohn compliquées, avec beaucoup de Crohn iocécal, le Crohn anopérinéal. Donc vraiment, ça devient compliqué en matière de gestion. Et donc, est-ce que nous, au Maroc, on doit suivre à la lettre les recommandations internationales, l'ECO, consensus français et les autres recommandations, ou vraiment il faut trouver des recommandations locales? Et comme vous le savez, la SMAD est en train de travailler sur les recommandations, le référentiel MICI, qui sortira bientôt. On est à peu près dans les dernières mises au point. Inch'Allah, il sortira bientôt sur le site et au niveau national. Et ça va être plus facile et plus standardisé à gérer nos patients MICI. Mais j'ai une proposition qui est de l'ordre. Comment traiter, comment gérer une MICI au Maroc, au jour d'aujourd'hui? Je dirais que ça va être un traitement à la carte. Chaque patient a son traitement en fonction du profil, en fonction de plusieurs éléments. La première des choses qu'il faudrait se fixer quand on a un patient MICI, c'est définir la cible thérapeutique selon les moyens disponibles. Selon les moyens. Parfois, il n'y a pas de mutuelle, parfois le traitement n'est pas disponible, parfois le patient il a l'AMO, c'est-à-dire l'assurance maladie obligatoire, le traitement n'est pas disponible à l'hôpital, au CHU, ça nous arrive. Parfois, nous, au CHU, on nous ramène un traitement de deuxième ligne et on n'a pas le traitement première ligne. Ça arrive. Et donc, il faut s'adapter en fonction du moyen des patients et bien sûr de ce qui est disponible. Quand vous traitez le patient, après le début du traitement, il faudrait faire un monitoring, une surveillance et évaluation régulière. Vous avez un patient qui est toujours une maladie chronique active, soit par exemple un immunosuppresseur, une biothérapie, il ne s'améliore pas. Vous ne pouvez pas rester comme ça pendant 1 an et 2 ans alors qu'il n'y a pas d'amélioration. Donc il faudrait fixer dans les objectifs un timing, un deadline pour dire je m'arrête à ce stade et je dois évaluer et m'auto-évaluer et faire de l'audit, si vous voulez, pour voir si je suis efficace ou pas avec mon patient. Et quand on a le résultat qu'on voulait, il faudrait le maintenir dans le temps pour éviter bien sûr qu'il fasse plusieurs poussées ou de rechuter. Alors, et la question qui se pose, je pense qu'il n'y a pas trop de réponse consensuelle, c'est jusqu'à quand maintenir le traitement? Et je pense que dans vos consultations, si vous avez des patients sous immunosuppresseurs, sous biothérapie, ils vous disent combien de temps, ou bien si vous voulez commencer, il va vous dire combien de temps je dois garder le traitement. Pour les immunosuppresseurs, on sait en général plus ou moins qu'au bout de 4 ans, 5 ans de rémission complète, on peut discuter d'arrêter ou de faire des fenêtres thérapeutiques. Pour les biothérapies, il n'y a pas de recommandation claire. C'est-à-dire, on maintient le traitement, mais si vous avez atteint les objectifs, on peut arrêter, mais il faut monitorer. Alors, nous passons actuellement au cas de la vraie vie. Et je commence par le premier cas d'un jeune patient de 41 ans, tabagique chronique sevré il y a 4 ans, qui était suivi depuis 2017 pour une rectocolite hémorragique. Alors, il était suivi à Rabat. À ce moment-là, je n'étais pas encore à Tanger. Et il fait une poussée sévère, avec des rectorragies, diarrhée glérossanglante, un syndrome rectal. Il avait une CRP élevée, je n'ai pas tous les documents, c'est pourquoi je ne peux pas vous mettre les chiffres de la CRP par exemple. On lui fait une endoscopie, on trouve une muqueuse colique qui était très inflammatoire, congestive.
Je ne sais pas s'il y avait des signes de gravité endoscopiques, mais l'endoscopie était arrêtée jusqu'à l'oncolique droit. Sur le plan histologique, il s'agit bel et bien d'un RCH, sachant que dans la première poussée, il faut toujours se poser la question. Il faut toujours faire attention, est-ce que ce n'est pas une colite infectieuse? Et puis, il a eu un scanner. Dans la même hospitalisation à Rabat, on a parlé d'un aspect d'une colite inflammatoire. Bien sûr, le scanner est fait en urgence pour éliminer aussi les complications, la cholectasie ou le mégacolon toxique. Et bien sûr, on peut avoir des pneumatoses de la paroi qui sont des signes qui contre-indiquent tout traitement médical et qui imposent de faire une chirurgie. Donc là, on a bel et bien un diagnostic d'une colite aiguë grave qui a été diagnostiquée chez notre patient en 2017. Alors, la colite aiguë grave, je ne vous rapporte rien de nouveau. Les critères de Trulo-Lewitz modifiés, si vous avez au-delà de 6L, qui est le signe princeps, plus ou moins un des facteurs, bien sûr, d'instabilité, eh ben, vous pouvez retenir le diagnostic que cliniquement. Et il y a le score de Lichtiger, qui est un score, c'est essentiellement pour la surveillance et permet aussi de déterminer la gravité. Et on parle d'une colite aiguë grave quand on a un score qui est supérieur ou est égal à 10. Une fois que vous allez mettre votre patient sous traitement médical, eh ben, pour avoir une rémission, il faut avoir au moins l'association des 3 critères avec un score soit qui devient inférieur à 10, c'est l'idéal, pendant 2 jours consécutifs et une diminution de 3 points par rapport à l'état initial. Par exemple, vous avez une colite aiguë grave, le score de Lichtiger reste augmenté pendant 48 heures où il diminue de 2 points, donc on n'est pas bien, il faut discuter un autre traitement. Alors, et la rémission est définie en fait par un score qui est inférieur ou égal à 3. Alors pour ce patient-là, qui est venu en colite aiguë grave, en 2017, qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que vous faites de la corticothérapie injectable, corticoïde avec un anti-TNF d'emblée, de la cyclosporine? Il y avait un moment où on utilisait la cyclosporine, je ne sais pas, mais elle est toujours de mise si on est bloqué, de l'estiquinimab, les anti-JAK, parce qu'on est a priori dans une RCH, ou bien carrément un traitement chirurgical. Qu'est-ce que vous proposez? Alors, corticoïde, bien sûr, on est tous d'accord, qui donnera de la corticothérapie avec un anti-TNF, sachant qu'en 2017, je pense que les prescriptions des anti-TNF étaient vraiment limitées chez nous. Cortico, supposons qu'on est à l'ère actuelle. J'ai entendu le pentasa, la misalazine, les salicylés. C'est une colite aiguë grave. Il n'y a aucune indication de mettre. Alors, le pentasa ou les salicylés, c'est essentiellement les RCH en poussée minime à modérée. Quand on a une poussée sévère, une colite aiguë grave, la misalazine ne donne pas de bons résultats et n'est même pas indiquée. Alors, corticoïdes et anti-TNF, supposons qu'on est en 2024 et que vous avez ce patient d'emblée, qui donnera d'emblée de la cortico avec un anti-TNF. D'emblée. Qui donnera pas. Qui donnera? Personne. Une, d'accord. Cortico, on est tous d'accord. Qui mettra de la cortico avec un anti-TNF. D'accord. On peut avoir un deuxième micro, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a un deuxième micro là? Oui, madame Nader. Même si le patient est capable d'acheter son anti-TNF, il faut un minimum de temps pour faire un bilan préthérapeutique, pour que le patient puisse acheter son traitement, etc. Pendant ces quelques jours, on est obligé de démarrer un traitement et je pense que la meilleure option, c'est la corticothérapie. En attendant de préparer le patient pour avoir le plus tôt possible l'anti-TNF qu'on aura choisi pour lui. Mais c'est vraiment exceptionnel qu'on puisse démarrer, par exemple, le même jour, la corticothérapie, l'anti-TNF, etc. On a toujours un petit délai entre le premier traitement qu'on a à disposition, corticothérapie, mais tu avais parlé aussi de la cyclosporine. Il fut un temps où, en pratique hospitalière, on n'avait pas la possibilité d'avoir d'autres médicaments, mais on avait la cyclosporine. Donc, on pouvait démarrer la cyclosporine en attendant de pouvoir voir en fonction de la disponibilité, des moyens du patient, etc., est-ce qu'il pourra avoir accès à un autre traitement. Exactement. Vous vouliez intervenir tout à l'heure? Non, c'est bon. Donc on est tous d'accord pour la corticothérapie injectable. Cortico-anti-TNF d'emblée, je pense que c'est inaugural. On a besoin d'un peu de temps pour faire le bilan, sachant si vous avez un patient qui est columie, qui
ce qu'on fait, la première consultation en Meki, on fait tout le bilan, on le garde, vaccination, antivirus de l'hépatite B systématiquement. Je pense que ça, c'est systématique, il faut l'avoir. Alors la cyclosporine, elle est discutée, oui, mais je dirais en deuxième intention, jamais en première intention, et on va voir pourquoi. Les Secukinumab, pas de recommandations là-dessus en matière de colite aiguë grave. Les anti-JAK, il y avait un webinaire avec Laurent Biroulet, et il parlait des anti-JAK dans les colites aiguës graves. Apparemment, ça donne de bons résultats. Et quand ils étaient réfractaires aux corticoïdes à partir de J3, J5, il y a des études qui ont montré que ça pouvait être possible quand on a une RCH. Mais je pense que c'est très difficile. On n'arrive même pas à en avoir actuellement pour les patients qui ont des maladies chroniques. Et bien sûr, la chirurgie, qui gardera la chirurgie comme option thérapeutique? Il faut avertir le chirurgien, oui. Alors, je pense, quand on a une colite aiguë grave, ce qu'on faisait, ou ce qu'on fait aussi aujourd'hui, mais on l'a démarré bien longtemps, c'est qu'une fois qu'on a une colite aiguë grave, l'interne de garde voit la colite aiguë grave aux urgences, il avise bien sûr le gastro-entérologue, le réanimateur, le chirurgien de garde. Les trois sont avisés. Pourquoi? Parce qu'il se peut que ce soit un patient qu'il faut hospitaliser en réanimation. 2, il se peut que ce soit un patient qu'il faut opérer au cours de la première semaine s'il n'évolue pas bien. Donc tout le monde doit être impliqué, surtout si on a des patients qui sont dénutris, il faut les mettre en réanimation pour les préparer et voir si jamais il y a indication de chirurgie, il faut opérer un patient en bon état. Ça, pour diminuer la morbimortalité. Donc pour la réponse, on mettra de la corticothérapie injectable et la chirurgie, c'est une option à garder. Alors les recommandations, ce que disent les recommandations, alors ECHO, Consensus français et tout, l'ensemble des recommandations disent que la corticothérapie, bien sûr, en premier. L'objectif, c'est d'avoir un score de Lichtiger moins de 10 ou bien une baisse de plus de 3 points. Il faut monitorer et surveiller le patient. Vous avez 2 points et 2 stations, J3 et J5. J3, pour voir est-ce qu'on est efficace, les facteurs prédictifs d'échec, est-ce qu'ils sont présents ou pas. Et si jamais à J3, vous avez un patient qui est toujours symptomatique, la non-amélioration de la CRP, il faut discuter un traitement de deuxième ligne. Et à ce moment-là, soit l'anti-TNF, d'accord? On va voir est-ce que tous les anti-TNF sont égaux ou pas. Et bien sûr, on peut discuter aussi la cyclosporine. Et là, chirurgie revient aussi à J3. Supposons que vous avez un patient, ça nous est arrivé, qui n'ont pas les moyens pour avoir le traitement, et Dieu sait que parfois on galère pour avoir le traitement, et bien à ce moment-là, il faut discuter la chirurgie. Il vaut mieux opérer précocement que tardivement, et le chirurgien à ce moment-là, il rentre sur un patient qui est vraiment dénutri avec beaucoup de facteurs de mauvais pronostic, une morbimortalité qui est augmentée. La deuxième station, d'accord, c'est J5. Alors J5, il faut ici revoir. Si votre patient il évolue bien, il faut passer au relais par corticothérapie orale. Plus ou moins, on va voir immunosuppresseur ou une biothérapie en fonction, et surtout quand vous avez une première poussée de colite aiguë grave, dans les recommandations, un anti-TNF n'est pas de mise systématiquement, surtout si vous n'avez pas de signe de gravité endoscopique. Vous pouvez mettre un immunosuppresseur et voir en fonction. À part si vous avez bien sûr une colite aiguë grave avec signe de gravité, une réponse qui est un petit peu tardive, vous pouvez discuter la biothérapie d'emblée. Alors si à J5 vous avez une évolution défavorable, il faut toujours discuter les traitements de secours ou de relais, et la chirurgie aussi revient. Alors ici, je vous donne un avant-goût des recommandations marocaines de la SMAD sur lesquelles on est en train de travailler. Alors ce qui est bien, c'est qu'on vous donne tous les justificatifs, et à la fin, on encadré, on vous définit la colite aiguë grave, on vous dit ce qu'il faut faire. Et bien sûr, chez nous au Maroc, il faut éliminer la colite infectieuse et notamment les colites amibiennes. On sait très bien que parfois, par défaut, on ne fait pas le bilan, mais on démarre systématiquement l'antibiothérapie. Les colites infectieuses, il faut les éliminer, surtout quand vous avez un terrain immunodéprimé. La colite ACMV, d'accord, le Clostridium difficile, mais essentiellement la colite ACMV. Le bilan, il est un peu difficile à avoir parce qu'il faut chercher, il faut avoir la PCR, les inclusions CMV sur biopsie, mais si jamais il y a le doute, il faut les chercher avant de commencer le traitement. Alors, est-ce qu'il y a des facteurs prédictifs de la colectomie dans la RCH? Oui. Si vous avez un patient qui a une RCH en colite aiguë grave, qui est jeune, qui a une activité moyenne à sévère avec une CRP qui est augmentée et une hémoglobine basse, un TP allongé, je ne sais pas exactement pourquoi le TP, mais il sort dans cette étude, une corticorésistance, une pancolite, c'est-à-dire une colite qui dépasse l'encolite gauche, non-fumeur,
Vous savez très bien que depuis toujours, on disait le tabac protège de la RCH. Mais on ne peut pas préconiser le tabac parce que c'est éthique. D'accord? Quand il y a une cholangite sclérosante primitive, pas d'appendicectomie, quand il y a des malformations extra-intestinales, ben là, il faut faire attention. Ce sont des patients qui peuvent passer à la chirurgie. Alors, chez le patient, je vous donne la suite de l'observation. Il a eu de la corticothérapie injectable, il n'y a pas eu d'amélioration, je n'ai pas le monitoring. Et apparemment, en 2017, on lui a donné un anti-TNF, on lui a donné de l'infliximab. Alors, d'après les dires du patient, il a eu la première perfusion, la S0, la S2, donc le schéma d'induction, et la S6, il n'a pas eu. Mais déjà, il a fait un choc anaphylactique. Alors, quand on a un choc anaphylactique avec les biothérapies, on a peur, on se dit, c'est une contre-indication absolue, il ne faut plus le reprendre. Donc là, on s'est dit, ils ne l'ont pas fait, ils sont passés à la chirurgie. Mais dans la chirurgie, ils lui ont fait une colectomie subtotale avec un anastomose iliorectale. Est-ce que vous avez une remarque par rapport au type de chirurgie qui a été fait chez le patient ? Je pense qu'ils ont mis une stomie, mais par la suite, ils ont rétabli. Je ne sais pas, mais sûrement qu'ils ont fait une stomie, ont fait la stomie, et par la suite, ils ont rétabli, mais la chirurgie en elle-même, c'était une colectomie subtotale avec un anastomose iliorectale. Parce que ce qui sort dans les recommandations... Oui, Madame Nadir ? Juste pour l'intervention, en principe, c'est une colectomie totale avec une anastomose ilio-anale. Maintenant, il faut savoir aussi que quand on donne un patient Mickey à un chirurgien, il faut qu'il fasse ce qu'il sache le mieux faire. Et dans bon nombre de cas, je préfère qu'il fasse une colectomie subtotale et que ça marche bien, plutôt qu'il fasse une colectomie totale avec une anastomose ilio-anale mal faite avec un chirurgien qui n'est pas répu à ce genre d'intervention. Et on a beaucoup de catastrophes par la suite avec une qualité de vie qui est très médiocre, avec une perte de continence anale, etc. Donc l'idéal pour traiter le patient et le guérir définitivement, c'est une colectomie totale avec une anastomose ilio-anale, mais faite dans de bonnes conditions avec un bon chirurgien qui sait faire ce genre de chirurgie. Autrement, dans bon nombre de cas, on a eu à faire des colectomies subtotales en gardant le rectum, mais ça sous-entend que c'est un patient qui risque de faire d'autres rechutes, qui nécessite d'être suivi, etc. Exactement. Donc, ce qui est recommandé, c'est la colectomie totale avec anastomose ilio-anale et confection d'un réservoir. C'est l'idéal, mais parfois, on est obligé de ne pas le faire. Ici, c'est un patient qui est jeune, il a 41 ans. Donc, on sait très bien qu'il y a des avantages, des inconvénients de la chirurgie dans la RCH. Les avantages, c'est que ça guérit la RCH. Donc, si on fait la totale, on a guéri la maladie. Élimination du risque de cancer, on ne va plus surveiller une maladie. Vous savez très bien que l'inflammation chronique augmente le risque de dégénérescence. Donc, et le protocole de carcinogénèse dans la rectocolite hémorragique, il est différent du protocole de carcinogénèse dans, par exemple, les pathologies tumorales adénocarcinome. Ce n'est pas la même chose parce que ici, ça survient sur un terrain inflammatoire. Et bien sûr, les avantages, c'est l'arrêt du traitement, de tout traitement, notamment les immunomodulateurs. Les inconvénients, il y a des séquelles fonctionnelles. Surtout un sujet qui est jeune, avec une diminution de la fertilité, que ce soit chez l'homme ou la femme, si vous faites une anastomose ilio-anale. Il y a aussi un risque de pochite, d'accord, chronique, si on a raté le diagnostic. Alors, et moi, je me rappelle très bien, je suivais avec le professeur Zerbib, j'étais à Bordeaux avec lui, il suivait les Mickey. Un jour, une patiente est venue, une jeune, qui était à Sciences Po, qui est venue pour faire sa perfusion. Et la patiente, elle était diagnostiquée RCH opérée, et par la suite, le diagnostic a été redressé en une maladie de Crohn. Donc déjà au début, il y a aussi un problème diagnostique. Donc le diagnostic, et on sait très bien que dans 13 à 14% des cas, on a des patients RCH qui switchent vers le Crohn ou vice-versa. Et vous savez, si vous faites une anastomose ilio-anale à un patient qui supposait avoir une maladie de Crohn, eh bien, attendez-vous aux lésions anopérinéales, délabrantes et tout. Donc je pense que, premièrement, il faut voir, surtout quand c'est inaugural, on a peur, on n'a pas tous les critères. 1. 2, il faudrait que le patient soit opéré dans un centre, dans une équipe qui a de l'expertise en matière de maladies inflammatoires.
Et 3, bien sûr, il faut avoir l'ensemble des arguments pour poser le diagnostic et dire que vraiment c'est une MICI, ce n'est pas une colite infectieuse, d'accord, et ce n'est pas probablement une maladie de Crohn. Alors pourquoi il faudrait se poser les questions? Parce que dans les colites aiguës graves, si vous avez 60 à 70% des patients qui répondent, eh ben 20-25 seront réfractaires, 15% seront opérés et 1% des patients peuvent décéder par une colite aiguë grave. Donc c'est pourquoi toujours il faudrait se poser les questions et suivre le schéma du traitement. Alors vous avez parlé tout à l'heure, Madame Nadia, de la cyclosporine. Il y a un très joli travail qui a comparé les patients en poussée sévère de RCH cyclo-infliximab. Pas de différence significative et je pense qu'aujourd'hui, vu la disponibilité des anti-TNF, on ne va pas aller chercher de mettre les patients sous cyclosporine. Autrefois, la cyclo était utilisée comme bridge en attendant l'action des immunosuppresseurs. C'est-à-dire on la gardait pendant 3 mois injectable, plutôt injectable initialement, et puis on passait à l'oral en attendant l'action des immunosuppresseurs, parce que vous savez très bien qu'un immunosuppresseur, il faut minimum 6 semaines à 8 semaines pour avoir son action. Mais actuellement, vu la disponibilité des biothérapies, je pense que pour la cyclosporine, on peut s'en passer parce qu'on a les anti-TNF. Alors l'infliximab fait mieux en deuxième intention quand il y a une résistance, bien sûr, des patients en matière de rémission clinique, en matière de diminution de l'activité de la maladie, moins de colectomie et moins de décès. Il y a aussi un très joli travail, j'ai pris la plaque comme telle, qui a été présentée au l'UEG en 2023, sur les colites aiguës graves. Et là, c'est un travail qui m'a attiré. Pourquoi? Parce que là, on est plus proactif, je dirais. Ils ont pris les patients qui avaient eu une colite aiguë grave, bien sûr, ils les ont mis sous le protocole de True Love, corticothérapie injectable, et là, ils étaient rapides à J3. Ils ont commencé le traitement en 2 bras, soit combothérapie anti-TNF azatioprine, soit azatioprine seule. Et ils ont suivi les patients en matière d'échec thérapeutique et à long terme, et ils ont trouvé que la combo faisait mieux, et encore mieux, quand on l'introduisait précocement, quand vous avez une colite aiguë grave. Là, ils l'ont introduit à J3, mais il y a d'autres écrits qui parlent de J7. C'est-à-dire, là, une fois que vous avez votre patient, il faut commencer le plus tôt possible. Il ne faut pas attendre 1 mois ou 3 semaines, le temps de commencer la dégraisson des corticoïdes. Il faut commencer le plus tôt possible, à partir de J7, je dirais, pour avoir une meilleure efficacité chez vos patients. Et bien sûr, la combo fait mieux que l'azatioprine seule en matière de cicatrisation, même si ce n'est pas significatif. Alors, les recommandations en matière de rectocolite hémorragique, je ne vais pas revenir là-dessus. Tout à l'heure, vous avez parlé, monsieur, de l'indication des salicylés, la misalazine. C'est indiqué, bien sûr, quand vous avez une RCH active en poussée minime à modérée. Quand vous avez la poussée sévère, c'est toujours la corticothérapie. Et bien sûr, en fonction de votre réponse, si vous avez une poussée qui est modérée, qui a répondu aux corticoïdes, vous pouvez revenir au 5-ASA et adapter les posologies, mais dans les poussées sévères et les colites aiguës graves, non. Il faut passer un traitement de fond par immunosuppresseur ou par biothérapie, surtout si vous avez de la corticodépendance ou de la corticorésistance. Alors j'ai oublié tout à l'heure de vous dire que le patient, quand il a été opéré, il a été mis sous traitement par misalazine par la suite. Il avait une bonne partie du rectum qui était en place, et ils ont commencé la dégraisson des corticoïdes. Ça nous arrive parfois d'avoir des patients qui sont imprégnés par les corticoïdes et on est obligé de les opérer. Et là, la question se pose, est-ce que vous arrêtez les corticoïdes? Vous faites la dégression? Qu'est-ce que vous faites? Il a un rectum et une partie du sigmoïde. Alors nous, on va voir, il est arrivé chez nous en 2019 avec une poussée. Entre-temps, le médecin qui le suivait l'a laissé sous misalazine, 2 grammes par jour en traitement d'entretien. Et ils avaient dégraissé les corticoïdes. Mais ma question, c'était quand vous avez un patient qui va être opéré, qui est sous corticoïdes, on n'arrête pas brutalement. On essaie de dégraisser rapidement. Parfois même, on garde des lavements post-opératoires et tout. C'est vrai qu'il y a le risque de lâchage quand on a des patients qui sont imprégnés par les corticoïdes. Mais il ne faut pas aussi venir et arrêter. Il faut aller doucement, dégraisser rapidement pour éviter cette dégression, cette chute rapide, surtout si vous avez un patient qui a une maladie chronique qui était trop imprégné par les corticoïdes. Alors, notre patient, nous, on le voit en 2019. Pour la première fois, il était en poussée, avec une diarrhée gléro-sanglante 10 selles par jour, un syndrome rectal, un maillot clinico-endoscopique à 7. On a fait une endoscopie, on retrouve une muqueuse érythémateuse, saignant en contact, ulcération superficielle, donc il n'y avait pas de signe de gravité endoscopique, un maillot 3 et une anastomose, je dirais sigmoïdo-iliale, qui était normale, et l'ilian était normal.
Donc c'était que le rectum et une partie des sigmoïdes qui restaient, qui étaient pathologiques. Bien sûr, on l'a traité par corticoïdes injectables et corticoïdes lavement. Puis on a décidé, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, on l'a mis sous immunosuppresseur. On n'avait pas les moyens, il n'avait pas de mutuelle, et là on revient à ce qu'a le patient, il n'était pas mutualiste à l'époque, ne pouvait pas mettre de biothérapie, et là on a gardé des suppos de misalazine. Je ne sais pas qui est d'accord avec cette conduite, qui est contre, sachant qu'on est en train de traiter une maladie recto-sigmoïdienne en poussée sévère, sans signe de gravité endoscopique. Donc là, on va mettre les corticoïdes. Misalazine, on est dans la poussée sévère, mais c'est un patient qui avait un syndrome rectal. Donc il y avait un syndrome rectal et on a laissé quand même. Idéalement, c'est de mettre des lavements corticoïdes. C'est ce qu'on a fait initialement. Mais par la suite, on a switché vers de la misalazine, c'est-à-dire les salicylés en suppos. Ou lavement. On switchait entre suppos et lavement. Mais c'était surtout la partie basse, les 5 cm, qui était pathologique. Alors, le patient, il a bien évolué. Il fallait mettre une biothérapie, mais ce n'était pas possible à l'époque. Avec bonne évolution clinique, biologique et endoscopique, le Covid arrive et chamboule tous nos prises en charge et tout devient par téléphone. Il a développé premièrement un diabète secondaire à la corticothérapie, équilibré avec les endocrinos, une insuffisance surrénalienne, testosinactène, hydrocortisone et maintenue pendant 3 mois avec surveillance de la cortisolémie et arrêt. Et là, on s'est dit, c'est un patient, il faut faire les mains et les pieds. On lui demande il y a quelqu'un qui s'est présenté, qui a fait comme s'il travaillait chez lui, lui payer la mutuelle. Et puis par la suite, on a pu avoir la mutuelle. Donc là, on a augmenté le niveau de nos réflexions. Donc on est plus soulagé. Alors, en matière de biothérapie dans la RCH, je passe rapidement pour vous dire qu'il y a plusieurs études qui ont validé les biothérapies, que ce soit injectables, sous-cutanées ou les petites molécules dans la RCH. C'est toujours comparé, bien sûr, au placebo. Et bien sûr, ce qui sort dans les recommandations, l'indication des biothérapies dans la RCH en poussée modérée à sévère. Alors, vous avez les anti-TNF, l'infliximab, l'ADA et le golimumab en induction et pour maintenir la rémission. Le Vedo, qui est un très bon anti-interleukine, c'est un très bon médicament. Malheureusement, on ne l'a pas au Maroc. Mais sincèrement, si on l'avait, ça aurait changé la donne. Il y a l'estiquinimab dans l'induction de la rémission, mais regardez, poussée modérée à sévère. On n'est pas dans la colite aiguë grave. Et le tofacitinib, bien sûr, par voie orale. Est-ce que ces biothérapies se valent? Alors l'infliximab vient en tête de file en matière d'induction de la rémission clinique et endoscopique. Les effets secondaires sont majorés dans les anti-TNF, notamment l'infliximab. Et là, on va retrouver que pour l'istiquinimab, il y a moins d'effets secondaires et une meilleure tolérance. Vous avez des questions jusque-là ou c'est clair? Des questions, des remarques? D'accord. Alors le patient, on le voit 1 an après, il fait des poussées, il arrête le traitement local, surtout quand il arrête le traitement local, même s'il était sous Zimurel. Alors il nous fait une poussée sévère sur le rectosigmoïde, toujours avec 8 selles, score de Mayo endoscopique à 3. On remet les corticoïdes, lavement et corticoïdes injectables puis oral, puis dégression, mais l'histoire continue, c'est une maladie chronique active. Alors on décide en 2020 de le mettre sous golimumab. Alors sous golimumab, le fameux Simponi, et pourquoi? Alors c'est un anti-TNF, on savait qu'il avait un état de choc anaphylactique, mais on n'était pas sûr, on a dit on va tenter avec le golimumab, il a sa mutuelle, des injections sous-cutanées, et peut-être que ça va aller. La combothérapie avec le golimumab est discutée, mais vaut mieux, il était déjà sous Zimurel, donc on allait le maintenir pendant 6 mois, 1 an, pour éviter le développement des anticorps, mais c'est rarement décrit. Alors malgré le traitement, il a commencé à faire des poussées. Alors parfois il est bien, parfois avant l'injection, 1 semaine, 2 semaines, on a essayé de raccourcir, mais en fin de compte, ça ne donnait pas de très bons résultats. Et donc on l'avait commencé, alors pour la date, on l'avait commencé le 7 2020, et à un certain moment, au bout de 1 an, on s'est dit, est-ce que ce n'est pas une rectite réfractaire? Ça ne répond pas, donc on est dans le réfractaire, il faut proposer quelque chose d'autre. Donc on a arrêté le Simponi, et puis on a gardé le patient sous traitement local et azathioprine. Et on a dit, on va voir. Il a commencé à faire ses poussées. Par la suite, vu la mutuelle et vu l'accessibilité avec
le projet d'âme, je pense que ça a facilité les choses pour les patients qui ont des mutuelles qui ne prennent pas le médicament de l'hôpital. On a commencé de l'istiquinimab le mois 6 en juin 2022. Donc, l'istiquinimab chez un patient qui a une RCH opérée avec une atteinte recto-sigmoïdienne, mais c'est l'atteinte rectale, avec une maladie chronique active. Et on s'est dit, on va voir qu'est-ce que ça va donner. On a associé un traitement local. Pour lui, ça lui donnait des résultats entre suppos et lavement de temps en temps. Alors, on a commencé au début, comme vous le savez. Si on veut parler de l'istiquinimab dans la RCH, c'est l'étude UNIFI qui l'a validée sur plus de 900 patients. En comparaison avec le placebo, que ce soit l'istiquinimab à 130 en fonction du poids, on va voir le schéma, où à 6 mg kg faisait mieux que le placebo en matière de rémission clinique, endoscopique, réponse clinique et bien sûr par la suite histologique. Et bien sûr, l'istiquinimab aussi dans la RCH à long terme, il permet de maintenir la rémission jusqu'à 44 semaines. Donc les résultats sont bons, c'est pourquoi il a été validé. Et ce qui sort de l'étude UNIFI, c'est que la réponse clinique elle est améliorée et maintenue chez plus de 3/4 des patients. Donc l'istiquinimab dans la RCH, il est efficace. Alors une diminution spectaculaire des biomarqueurs, notamment de la calprotectine fécale, qui est un très bon moyen pour monitorer les patients. Et ma question, est-ce que vous le faites systématiquement ou régulièrement et à quel rythme? Vous avez des patients qui ont des RCH. Parce que 3 mois, oui, 3 mois. Je pense que c'est logique. Ça ne sert à rien du tout de faire chaque mois de la calprotectine fécale. La CRP, oui, ça diminue rapidement et ça vous donne une bonne image de l'évolution de l'état inflammatoire. Mais pour la calprotectine fécale, ça ne sert à rien du tout de la faire chaque mois. Au bout de 3 mois, voire même 6 mois, chez les patients qui sont en rémission 2 fois par an chaque 6 mois, et bien sûr, on sait très bien que la calprotectine, quand elle commence à augmenter, elle est prédictive d'une poussée dans les 6 mois qui vont suivre. Donc c'est un très bon élément en matière de monitoring des patients. Alors, l'istiquinimab permet la cicatrisation des muqueuses avec une normalisation du score endoscopique, une rémission histologique à S44 qui était maintenue. Alors, l'étude UNIFI, actuellement, les résultats ont été publiés, oui. Vous parlez de la calprotectine? Oui, oui. On faisait le monitorage par endoscopie. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est que le patient, chaque fois qu'il venait, on faisait des rectosigmoïdoscopies et on avait une muqueuse qui était toujours active. C'est-à-dire, on avait un maillot 2, 3. On n'a jamais eu de rémission endoscopique. Donc là, c'est accessible, c'est du rectosigmoïde. Vous faites par un anuscope, un rectoscope ou un rectosigmoïdoscope souple. Alors ceci dit, excuse-moi, Hassan, ceci dit, la rectoscopie chez les patients qui ont des problèmes de Mickey, surtout RCH, vu le nombre de rectoscopies, de touches rectales, etc. qu'ils ont eu, c'est quelque chose qui n'est pas très bien accepté. C'est-à-dire, si on peut le faire éviter, ce que je fais parfois, c'est, si la calprotectine est très basse, je n'ai pas besoin de faire un examen endoscopique parce qu'elle est extrêmement bien corrélée à une bonne cicatrisation muqueuse et à une rémission endoscopique. Par contre, si j'ai un doute entre une calprotectine parfois élevée ou basse et une clinique qui ne va pas dans le même sens, à ce moment-là, j'ai besoin d'un élément supplémentaire qui est l'examen endoscopique pour pouvoir faire la part des choses et voir est-ce que c'est un patient qui est effectivement en rémission ou en poussée, parce que parfois on a des calprotectines qui sont élevées, mais quand on fait une rectoscopie, l'examen est strictement normal. Donc quand j'ai une discordance, je préfère quand même faire une rectoscopie. Sinon, la calprotectine est quand même mieux acceptée et c'est un examen qui n'est pas invasif pour le patient. Exactement. La calprotectine permet de surveiller. Si vous êtes obligé chez un patient en rémission, dans le monitoring de faire une endoscopie, c'est 2 fois par an, chaque 6 mois, voire même 1 fois par an. Mais comme ce patient, tout le temps, il était symptomatique. Donc quand il venait, on profitait au moins, on faisait 2 fois par an
l'endoscopie ou la rectosigmoïdoscopie. Et à chaque fois, il y avait l'amélioration, puis le récidivé. Donc, il n'était pas vraiment bien équilibré sur le plan thérapeutique. Alors, revenons à l'étude UNIFI qui avait validé l'istiquinimab dans la RCH. Et actuellement, ce qui a été publié en mai 2024, c'est les résultats après 4 ans. Alors, ce qui sort de ces résultats après 4 ans, c'est comme suit. Alors, que ce soit 8 semaines ou 12 semaines, il faut savoir que la rémission clinique, elle est idem. Donc, c'est bien après 4 ans de traitement en matière de rémission clinique. Les patients bionaïfs répondent mieux et efficacement que les patients non bionaïfs. C'est-à-dire que si vous utilisez de l'istiquinimab en première intention, ça va donner des meilleurs résultats que si vous l'utilisez en deuxième intention après un anti-TNF. La rémission sans corticoïdes pour les deux schémas, elle est de 96%, c'est très bien. Et la rémission endoscopique, elle est aux alentours de 80%. Donc l'istiquinimab en première, deuxième intention dans les patients qui ont une RCH, mais ça fait mieux en première intention. Donc si vous avez un patient ou le produit qui est disponible ou qui est mutualiste, il faut y penser surtout parce que c'est safe. Alors là, on revient... Bien sûr, oui, il est accordé. Il faut donner le compte rendu détaillé et on l'a utilisé en première ligne. Sincèrement, en première ligne, je l'ai commencé chez les patients hospitalisés, c'est-à-dire qui étaient dans l'hôpital. J'avais, pour vous dire tout à l'heure, l'hôpital, ils m'ont ramené l'istiquinimab avant de me ramener l'anti-TNF. Donc c'était disponible, je l'ai commencé. Mais actuellement, chez des patients qui ont des mutuelles en première intention, on le donne. Et ça donne de très bons résultats. Pourquoi ? Parce que vous avez le schéma qui est facile. Premièrement, c'est en fonction du poids. Vous avez la première injection, la première perfusion injectable, et par la suite, c'est tout et sous-cutané. Donc ça, c'est très important en matière de prise en charge. Par contre, je voudrais attirer votre attention sur un élément qui est très important, c'est sur le schéma thérapeutique de l'istiquinimab. Alors, on commence par le schéma d'induction, la première perfusion S0, par la suite, la deuxième sous-cut, c'est à S8. Et par la suite, si vous avez une réponse adéquate au début, eh bien, vous allez garder votre traitement à S16, c'est-à-dire chaque 8 semaines. Mais quand est-ce que vous allez décider de réponse ou non-réponse ? C'est qu'à la 6e semaine, c'est-à-dire 8 semaines après la première injection sous-cutanée. C'est-à-dire que votre patient va avoir la première perfusion. Après 8 semaines, la première injection sous-cutanée. Il faut attendre 8 semaines pour faire la deuxième injection sous-cutanée pour dire est-ce qu'il répond, il ne répond pas. Ceci dit, on a des patients qui sont des répondeurs lents et on a des patients en pratique qui sont des répondeurs lents, c'est-à-dire qu'ils ont une réponse inadéquate initialement, on leur fait la S8 sous-cutanée, soit qu'ils ont une réponse adéquate, on leur maintient le traitement, d'accord, toutes les 8 semaines, soit au bout de 8 semaines, c'est-à-dire après la première injection sous-cutanée, eh bien, réponse inadéquate, eh bien, il faut se dire, là, ce qu'ils disent, il faut arrêter. Mais il faut attendre jusqu'à la 16e semaine pour faire l'injection, pour voir si vraiment il y a arrêt ou pas de l'istiquinimab. Donc pour l'échec de l'istiquinimab, il y a des répondeurs rapides et des répondeurs lents. C'est-à-dire au bout de 16 semaines, il se peut que vous n'ayez pas de réponse. Prolongez et ne condamnez pas votre patient. Donc ça, c'est le premier message que j'avais à vous dire. Alors les protocoles, il y a 8 semaines, 12 semaines. Idéalement, c'est les 8 semaines, mais dans les études, 8 semaines fait aussi bien que 12 semaines. Alors actuellement, dans la pratique, ce qu'on peut faire, ce qui sort dans les différentes études, vaut mieux faire 8 semaines la première année, et si votre patient est resté en rémission pendant la première année, vous pouvez discuter de passer à 12 semaines à partir de la deuxième année. Là aussi, ça reste discutable, mais tout dépend de la réponse initiale. Si c'est un bon répondeur, vous pouvez espacer par la suite. Si c'est un mauvais répondeur, eh bien, à ce moment-là, il faudrait garder les 8 semaines, voire même optimiser le traitement. Alors chez notre patient, voici l'état initial, on est à 2 ans d'istiquinimab. De sa RCH, ça c'est en 2019. Actuellement, cette endoscopie que je viens de faire en début de semaine, il y a une rémission complète sur le plan endoscopique. Vraiment, une réponse spectaculaire. Je suis désolée, il était mal préparé, avec un petit polype là, pédiculé, mais vraiment, il y a une très bonne réponse en matière de rémission endoscopique. Alors la rectocolite et la RCH, il y a aussi un joli travail qui a été présenté à l'UEG en 2023. Comme tous les biothérapies, il y a des répondeurs, des non-répondeurs, des patients qui arrêtent le traitement. Et là, dans cette étude, ils se sont intéressés, c'est une étude espagnole, j'ai 376 patients, ils se sont intéressés aux patients qui ne répondaient pas. Et ils se sont dit, qu'est-ce qu'on pouvait faire ? Il faut savoir, c'est hors recommandation. Mais quand vous avez un patient qui ne répond pas, vous avez 2 options.
La première option, ils ont récupéré un nombre non négligeable de patients, c'est de faire la réinduction. C'est-à-dire, c'est comme si vous allez refaire la perfusion intraveineuse, le schéma S8 et vous allez y aller. Donc la réinduction, mais je ne sais pas sur plan mutuel, est-ce qu'elle est... Moi, je n'ai jamais essayé, mais c'est faisable, c'est-à-dire qu'il faut la faire. Mais sur le plan des mutuelles, est-ce que c'est toléré ou pas? Je n'ai pas l'expérience. Deuxièmement, pour l'optimisation en matière des sécunimab, ce que vous pouvez faire, au lieu des 8 semaines, on peut passer même à 6 semaines. Et une fois que votre patient va répandre, vous pouvez revenir aux 8 semaines. Donc là, c'est des options thérapeutiques qui ne sont pas consensuelles, qui ne sont pas recommandées, mais qu'on peut utiliser en pratique. Donc pour notre patient, il est bien, donc il est en rémission. Il est déjà à 2 ans, on ne va pas arrêter. Il faut minimum 4 ans. Et par la suite, on discutera, peut-être qu'il y aura de nouvelles publications, de nouvelles recommandations. Est-ce que vous avez des questions, des remarques par rapport à ce premier cas? Madame Melouki, je voulais juste revenir sur l'histoire des 8 semaines, 12 semaines. Alors, ce que je fais en pratique, c'est-à-dire quand un patient répond bien, et je suis en rémission clinique, endoscopique, je fais une calprotectine à la 8e semaine. Si la calprotectine est très basse, je diffère mon injection sous-cutanée à 12 semaines. Si par contre j'ai une calprotectine qui reste quand même un petit peu élevée, etc., malgré une bonne réponse clinique, à ce moment-là, j'opte pour donner une injection à 8 semaines. Et c'est vrai qu'avec l'ustekinumab, ce n'est pas pour faire la promotion du produit, mais chez les patients qui ont une RCH, c'est quelque chose qui a complètement changé leur vie, au-delà de l'efficacité, au-delà de la bonne tolérance. Ce sont des personnes qui ont 4 injections sous-cutanées par an. Quand on fait une injection toutes les 12 semaines, ça leur fait 4 injections par an. Ce sont des patients qui étaient sous Pentasa quotidiennement, qui avaient de l'Imural quotidiennement, etc. Donc ils avaient aussi la possibilité de ne plus prendre de médicaments de manière quotidienne. C'était une contrainte énorme. Donc quand ça marche, c'est vraiment quelque chose qui apporte un plus pour le patient. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important. Par contre, pour l'optimisation, malheureusement au Maroc, et j'espère qu'on pourra faire des choses pour les recommandations marocaines, on a toujours du mal avec les mutuelles. Quand on veut optimiser, surtout pour le Tekunimab, on n'arrive jamais à obtenir l'accord et souvent les patients déboursent de leur poche. On a eu des cas de colite graves chez qui on a dû optimiser, n'ont jamais été remboursés. Il y a une patiente, j'ai fait un courrier 6 fois. Et à chaque fois, c'était toujours, il demandait toujours des explications supplémentaires. Donc la patiente n'a pas pu être remboursée. Mais effectivement, quand on optimise, parfois ça marche. Effectivement, il y a des patients qui répondent moins bien ou qui ont besoin chez cette patiente, on discutait la colectomie totale. Ça lui a permis quand même de ne pas être colectomisée en urgence et pour qu'on puisse avoir un bon résultat. Mais malheureusement, elle n'a pas été remboursée. C'est dommage, mais je pense avec les référentiels et tout ce qui sera écrit sur les référentiels, que ce soit en matière d'études ou de phase 3 qui ont confirmé l'AMM du médicament ou que ceux qui viennent en cours, ça va nous faciliter la vie. Et je pense que ça sera un moyen dans les mains du gastro-entérologue marocain pour que la prise en charge des MICI soit aisée et soit plus facile parce qu'on a une contrainte de moyens qui est vraiment réelle et nous la vivons chaque jour en matière de biothérapie. Et même si le patient il est mutualiste, vraiment il y a du retard, en plus il y a le bilan préthérapeutique qui coûte aux alentours de 3 000 dirhams. Donc il y a toute une prise en charge qui est difficile en matière de MICI depuis le diagnostic. Il y a des efforts qui ont été faits, mais je pense qu'il y a 2 choses. Il y a le référentiel marocain et le registre d'épidémiologie des MICI au Maroc, parce que là aussi, c'est un élément qui est très important, qui nous permettra, nous, en tant que gastro-entérologues, de défendre, et à la société mère, la SMAT, de défendre les référentiels et de faire entrer des médicaments au Maroc. Par exemple, le Védo, pourquoi on ne l'a pas ? Si on l'avait, sincèrement, ça va nous aider énormément. Donc, quand on va le faire sortir dans les référentiels, on va aller plaidoyer. Je pense que ça va donner de bons résultats. Je ne sais pas si Ibn Hayoun, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, juste pour cette observation sur la RCH, parce que là, on a l'impression que c'est le médicament qui va prendre la place d'un président. Est-ce que ça, c'est un cas particulier, c'est un cas, on est en train de traiter un cas. Mais est-ce
est-ce qu'on est en train de généraliser sur quelle indication de RCH, sévère, moyenne, grave, etc. Parce que là, on peut sortir avec l'impression que va ralentir pour Alors ici, on l'a utilisé en deuxième ligne. Là, on l'a utilisé en deuxième ligne. Et je pense, si on l'avait utilisé en première ligne, je ne pense pas dans la colite aiguë grave qu'il va donner... Il n'y a pas d'étude. Ce que je veux dire par là, est-ce que c'est une conclusion qu'on peut généraliser pour les différentes situations de la prévention de la RCH? Je pense que c'est au cas par cas. Et d'ailleurs, on a dit tout à l'heure, c'est un traitement à la carte. Mais quand on a des patients en échec d'une première biothérapie, il faut songer. Les études, oui. Mais par exemple, on va voir tout à l'heure, il y a des facteurs prédictifs de bonne réponse. C'est-à-dire qu'en première intention, vous avez un patient qui a une RCH modérée, une jeune, qui fait des poussées plus de 2-3 poussées par an. Entre anti-TNF et ustekinumab, elle fait ses études, je vais préférer peut-être l'ustekinumab. Si j'ai une colite aiguë grave, c'est l'infliximab en premier lieu. Donc ça reste au cas par cas. Mais je dirais, et d'ailleurs les recommandations sont claires, en cas de poussée modérée à sévère. Mais ils ne disent pas de la colite aiguë grave. Et chez chaque patient, bien sûr, c'est au cas par cas. Là, je vous ai donné un cas de la vraie vie. Regardez combien il a traîné depuis 2017 pour arriver à ce stade. Et là, on doit... C'est exactement ça, oui. Le programme DAM pour les patients. Je ne sais pas si vous connaissez le programme DAM. Je voulais justement... franchement, on est pas mal nantis au Maroc en ce qui concerne les biothérapies. Ça a beaucoup changé ces dernières années. Et c'est grâce au développement des molécules, on a pas mal de molécules. C'est-à-dire on a la majorité des molécules actuellement disponibles. Et deuxièmement, on a eu quand même l'aide des laboratoires, des différents laboratoires qui prennent en charge une partie du traitement, par exemple pour l'ustekinumab avec le programme DAM, qui peuvent prendre le traitement d'induction en charge. Il y a aussi les différents autres laboratoires qui prennent la différence entre ce que paye la mutuelle et ce que débourse le patient. Ça fait pour certains patients de 15 à 20%, ce qui n'est pas négligeable. Donc, quand même, on revient, par rapport au Mickey, on revient de loin. Maintenant, on a besoin aussi, d'abord, d'une association de malades. Il faut que chacun d'entre nous vraiment encourage les patients à créer et à être actifs, d'autant plus que ce sont des patients qui sont de plus en plus jeunes. Et l'association de malades pourrait faire changer les choses auprès des responsables, auprès des mutuelles, etc. Et deuxièmement, que ce soit pour les sociétés savantes, la SMAD, etc., on a besoin d'une représentation auprès des personnes, auprès des mutuelles. Quand on envoie un dossier de Mickey, il n'est pas vu par un gastro-entérologue. On n'a aucun interlocuteur. C'est souvent un interniste ou un généraliste, etc., qui ne sont pas sensibles à ce genre de problème. Donc on aimerait bien avoir des interlocuteurs qui soient à l'écoute pour qu'on puisse régler le problème de certains patients. Parce que parfois, on a des situations d'impasse thérapeutique et on a besoin d'avoir accès à ce genre de médicaments. Et c'est ça la démarche que pourrait faire, par exemple, la SMAD, certaines associations scientifiques, pour pouvoir faire avancer les choses et pour pouvoir avoir un meilleur accès au traitement. Avec le référentiel, avec l'avènement du référentiel marocain, on aura moins de problèmes avec les mutuelles. Je pense, oui. Les assurances vont se baser sur les référentiels. Mais comme elle a dit Madame Nadir, le fait d'avoir un interniste qui valide l'indication d'un gastro, ça aussi c'est... On en a parlé plusieurs reprises. Mais en matière d'association, nous on a l'expérience à Tanger, et Dr Shradi est ici présent pour en témoigner. On fait staff Mickey chaque 2-3 mois. Les cas de la région, tout le monde vient au CHU, on discute. Et on a fait des journées de sensibilisation pour les patients. D'ailleurs, cette année, je pense en mai, on a fait la deuxième journée de sensibilisation sur 2 jours. Premier jour, on a vu les patients avec prise en charge psychologique, une présentation d'un psychiatre, et puis une prise en charge nutritionnelle. Et le deuxième jour, c'était un dimanche, on est parti à la forêt ensemble, médecins et patients. On a fait un mini-marathon et on leur a donné des trophées et on a passé une matinée ensemble.
pour leur dire cette rencontre entre les patients et cette discussion, qu'est-ce qu'elle permet. Alors, le patient qui se dit, moi, je suis le seul qui est malade, je suis malade, j'ai cette forme anopérinéale, moi, ils se rencontrent et ils se disent, quand vous les voyez, ils sont tous comme nous, tout le monde ici présent en salle. Tout le monde est beau, tout le monde, les femmes sont maquillées et tout. Mais quand ils commencent à parler, chacun a une Mickey particulière. Et donc, vous avez raison, il faut commencer par les associations régionales. Et nous, à Tanger, on a commencé à faire ce travail avec les patients. Et par la suite, ça viendra au niveau national. Et il faut les impliquer aussi dans les prises de décision. Et si jamais il y a un club Mickey au sein de la SMAD, impliquer même les patients. Pourquoi pas? Parce qu'ils ont leur mot à dire, je pense. On avance? J'espère que vous n'êtes pas fatigués, oui. Le switch et le re-switch, c'est possible. C'est possible si vous êtes bloqué et que ça ne marche pas. Après optimisation, par manque de moyens, oui, on peut toujours faire le chemin arrière. C'est possible. Alors, le deuxième cas clinique, je vais passer rapidement. Alors, c'est un patient de 36 ans, fonctionnaire, il est aussi jeune, qui a eu mutuelle cette fois-ci, donc on n'avait pas trop de problèmes avec lui, qui est suivi depuis 2015 pour une RCH distale. Il était sous 5-ASA corticothérapie à chaque fois. Il est admis dans notre formation au CHU en 2020 pour une péritonite par perforation de la jonction recto-sigmoïdienne. Alors, il vient pour une péritonite. Et bien, donc, le chirurgien l'opère. Il retrouve un aspect inflammatoire du côlon et il décide de ne pas faire de résection. Heureusement que le chirurgien n'a pas réséqué. Il fait une colostomie de décharge avec des biopsies. Les biopsies reviennent en faveur d'une colite ulcérée. Supposant, point d'interrogation, Crohn. Je ne sais pas si ça vous arrive, quand vous dites RCH à l'anapathe, il vous répond RCH. Quand vous dites Crohn, il vous répond Crohn. Là. Mais sincèrement, parce qu'il y a des critères histologiques, il y a des caractéristiques histologiques, et sincèrement, quand on écrit aspect évoquant une RCH, on le fait dans le compte rendu, il te répond RCH. Pour te faire plaisir. Moi, je ne sais pas. Donc on a besoin aussi d'anatomopathologiste un peu de niveau supérieur et spécifié dans les maladies inflammatoires. Alors, quand le patient a été admis en urgence, donc les chirurgiens l'opèrent, ils font une stomie, ils nous appellent, on reprend l'histoire. C'est un patient qui avait une RCH, qui avait des poussées, mais c'est un patient qui avait aussi des lésions anopérinéales. Quand on l'a examiné, on a trouvé fissure, une petite collection périanale, et il y avait des fistules complexes en IRM, comme nous allons voir. Il avait un syndrome inflammatoire, on le prend, on lui fait l'endoscopie. Bien sûr, l'endoscopie par le bas et par l'orifice de stomie aussi. On trouve un rectosigmoïde qui est inflammatoire, érythémato-congestive, et la progression depuis la stomie jusqu'au bas-fond sécal, quelques ulcérations aftoïdes. Donc l'ILIAN était normal, mais tous les arguments plaidaient en faveur d'une maladie de Crohn, clinico-biologique, histologique. On passe à l'imagerie, on fait un entéroscanner. Le grêle était normal, mais on le fait systématiquement, un entéroscanner pour explorer le grêle. Je pense que ça fait partie du bilan initial. La fibroscopie, vous la faites systématiquement ou pas? A priori, dans les recommandations, ce n'est pas systématique si vous avez des signes d'appel. Mais je pense qu'on a pris l'habitude de la faire systématiquement, parce que si vous avez des ulcérations crâniennes, tube digestif haut, c'est un critère de mauvais pronostic. Alors on fait une IRM pelvienne, et là on retrouve une collection purulente, ça c'est après la chirurgie, collection purulente latéro-anale gauche, avec un prolongement périnéal qui faisait quand même 67 mm. Donc on conclut à la fin une maladie de Crohn colique, fistulisante avec des MAP, qu'on a classées selon la classification de Montréal. Et là, la première des choses, le patient il est stomisé, il a des lésions anopérinéales. Qu'est-ce qu'on fait? Il était déjà sous antibiotiques, il fallait drainer les abcès, bien sûr, et mettre des sétons au niveau des fistules. Croyez-moi, la mise en place de sétons, c'est un traitement, ça traite 70% des lésions anopérinéales. On n'attend que la cicatrisation avec les autres traitements. Alors, quand vous avez des lésions anopérinéales, il faut savoir qu'il y a plusieurs classifications de Cardiff, mais le plus important, c'est de répondre à une question. Est-ce que c'est une fistule qui est simple ou complexe? Fistule simple, le traitement de votre Mickey colique ou iliocolique traitera la fistule simple. Quand on a une fistule complexe, et bien là, ça majore et ça devient la priorité en matière de traitement. Ça, c'est le premier message que je voulais vous faire passer. Et là aussi, on a besoin de radiologues qui fassent de la bonne IRM anopérinéale. Donc là, on va parler de la radiologie spécialisée. Alors, maladie de Crohn colique et anopérinéale, qu'est-ce que vous proposez chez votre patient? On a mis les sétons, on a drainé, antibiothérapie. Vous lui donnez des corticoïdes,
un immunosuppresseur, un anti-TNF, une combothérapie ou de l'ustekinumab. Combo, tout le monde combo? Tout le monde est d'accord, combothérapie. Bien sûr, dès l'admission, le bilan, on l'a lancé systématiquement pré-thérapeutique. Heureusement qu'à l'hôpital, ils le font, on a tout le bilan qui est disponible. Alors, effectivement, on met le patient sous combothérapie. Et là, en matière de combothérapie, vous avez le choix entre l'azatioprine, la cis-mercaptopurine et le méthotrexate. Au Maroc, on ne met pas beaucoup le méthotrexate, mais vous pouvez l'utiliser en combothérapie. On a plus l'AZA et la cis-mercaptopurine. Et sincèrement, moi, en pratique courante, je mets plus la cis-mercaptopurine parce qu'avec l'azatioprine, on a vu des complications hématologiques. Une jeune patiente nous a fait une leucémie, des lymphomes aussi, mais surtout les leucémies. Donc, si vous avez le choix, mettez de la cis-mercaptopurine, même si ce n'est pas toujours disponible sur le marché. Parfois, on a des ruptures, mais c'est plus safe en matière de gestion. Ça, c'est à travers ma modeste expérience. Alors, les facteurs de risque de mauvais pronostic dans la maladie de Crohn. Alors, pourquoi faire la stratégie top-down, c'est-à-dire être agressif et non pas commencer step by step comme il était demi autrefois. Si vous avez un patient qui est jeune, eh bien là, au moment du diagnostic, moins de 40 ans, c'est un critère de mauvais pronostic. La nécessité d'utiliser les corticoïdes au moment du diagnostic à répétition, ça aussi, c'est pas bon. Les formes d'emblée sténosantes ou fistulisantes, c'est pas bon. Soyez agressif en matière de traitement. La localisation iliale ou iliocolique, l'atteinte rectale, c'est un critère de mauvais pronostic, d'accord. L'atteinte digestive haute, c'est pourquoi on parlait tout à l'heure de la fibroscopie. Les lésions endoscopiques quand elles sont sévères, le tabac. Et là, j'insiste, la première des choses sur le tabac. Si le patient n'arrête pas de fumer, eh ben, c'est comme si on ne le traitait pas sincèrement. Ça retarde la cicatrisation, ça augmente le risque de fibrose et la résistance. Et aussi la prédisposition génétique. Au Maroc, on n'a pas de... Il y a une étude qu'on avait faite au CHU de Fès. On a recherché cette mutation qui prédisposait à la maladie de Crohn. NOTS 2, carte 15, et sincèrement, les résultats, on l'avait présenté, les résultats préliminaires au congrès de l'ASMAT, mais sincèrement, cette mutation, on ne l'a pas au Maroc. Donc le profil déjà génétique est différent chez la population marocaine. C'est pourquoi je vous dis qu'au Maroc, il faut avoir un traitement spécifique chez nos patients. Alors la maladie de Crohn, quand vous avez des manifestations anopérinéales, ça complique un petit peu les choses parce que c'est difficile à traiter, il y a une tendance à la destruction tissulaire et il y a le sphincter. D'accord, il y a le risque d'incontinence, il faut agir rapidement, il faut traiter, il faut préserver les sphincters, donc ça devient compliqué. Alors les conséquences graves sur la continence, la sexualité et la qualité de vie, et c'est un facteur de mauvais pronostic, mais ce que j'insiste, c'est que c'est une approche multidisciplinaire. En tant que gastro-entérologue, on gère, mais on ne peut pas tout seul gérer une maladie de Crohn anopérinéale. Alors, bien sûr, il y a le gastro, le chirurgien qui va nous poser les sétons, et je vais vous dire, en plus des sétons, ce qu'il peut faire, un bon radiologue et un psychologue parfois, parce que psychologiquement, les patients acceptent mal les lésions anopérinéales, il faut les comprendre, surtout quand ils sont jeunes. Alors, par rapport aux chirurgiens, je ne sais pas si vous le faites en pratique courante. Est-ce que vous voyez premièrement beaucoup de Crohn anopérinéal? Est-ce que vous commencez à les voir? Alors, le problème se pose quand on a, par exemple, des Crohn anopérinéales et iocoliques. À la rigueur, on fait les biopsies sur le côlon lignon, ils nous répondent en faveur du maladie de Crohn. Le problème, c'est quand on a des lésions anopérinéales isolées. Alors, ce qu'on a fait avec nos chirurgiens, c'est que je lui demande de faire les sétons, mais aussi de me faire un prélèvement du trajet fistule. Ça aussi, c'est très important. Systématique, vous le faites? Nous, on ne le faisait pas systématiquement. Nous, on ne fait pas de la... Systématiquement. Tu fais de la chirurgie proctologique. C'est ça. Donc c'est bien quand on est aussi gastro-entérologue, on fait de la chirurgie proctologique. Donc ça permet de poser ses sétons, de ne pas demander, courir après le chirurgien, mais aussi demander au chirurgien, si vous ne faites pas de la chirurgie proctologique, de faire une biopsie du trajet. Et on tombe sur des surprises parfois. Et surtout, si vous n'avez pas de lésion iocolique, ça permet d'argumenter votre diagnostic. Alors la biothérapie a permis une meilleure prise en charge des lésions anopérinéales. Alors, dans les lésions anopérinéales, bien sûr, il faut les gérer en équipe multidisciplinaire. Le but, c'est de contrôler la maladie, limiter l'extension des suppurations, réduire l'inconfort chez votre patient et bien sûr éviter les troubles de la continence et assurer une meilleure qualité de vie. Alors, les objectifs, c'est la mise en rémission complète au bout de 6 mois. Je ne parle pas de cicatrisation des lésions anopérinéales, mais la mise en rémission. Assèchement au moins des lésions anopérinéales. Sur le plan clinique, il faut avoir une fistule sèche, non productive à la pression, indolore. Donc déjà, c'est un bon résultat.
Et par la suite, on parlera un peu de la cicatrisation, de la fermeture, il y a plusieurs techniques. Alors l'IRM est un élément très important, on le fait au début pour le diagnostic, mais aussi c'est un moyen, il y a un score IRM pour suivre les patients qui ont des maladies de Crohn anopérinéales. Et si on a à le refaire, bien sûr, au bout d'1 an, ça nous permettra de comparer un peu nos résultats. Alors, toujours, il faut gérer le sepsis. Est-ce qu'on a une lésion primaire ou secondaire, fistule simple ou complexe? Donc, c'est très important à déterminer avant de commencer votre traitement. Alors, dans les recommandations d'écho, ce qui sort, c'est que les anti-TNF, notamment l'infliximab, il fait bien et mieux que les autres traitements en matière de lésions anopérinéales. Alors, vous avez l'anti-TNF LADA. Pour l'adalimumab, sincèrement, il est suggéré dans les recommandations, mais non pas recommandé. C'est-à-dire, si vous avez le choix entre infliximab et adalimumab, il faut choisir l'infliximab. Meilleure cicatrisation, je dirais que la cicatrisation dépasse les 80% en général. Alors, pour notre patient qui a maladie de Crohn anopérinéale et iliocolique, mais surtout l'atteinte anopérinéale qui était importante, je suis désolée, je n'ai pas les photos initiales, parce qu'on était dans un hôpital, on vient de déménager et tout, et vous savez que parfois il y a des choses qui se perdent malheureusement. Alors on a décidé de le mettre sous combothérapie. Infliximab, azatioprine. Je vous dis l'effet comme tel. On a commencé l'azatioprine, puis l'infliximab juste après, même pas quelques semaines. Bien sûr, le schéma d'induction de l'infliximab est 0, S2, S6, puis schéma d'entretien. On a eu une amélioration partielle des biomarqueurs. Les biomarqueurs, c'est-à-dire CRP et la calprotectine. Surtout la calpro quand vous avez une Mickey colique, RCH ou Crohn colique. Mais dans les Mickey du grêle ou anopérinéal, la calprotectine, vraiment, ce n'est pas un bon indicateur. C'est surtout les maladies coliques. Alors la coloscopie, on a fait une coloscopie par la suite. On surveillait notre patient cliniquement parce que la hantise, il avait une stomie, il fallait un rétablissement de continuité. Donc il faut avoir une cicatrisation muqueuse endoscopique, on est obligé, et le chirurgien ne va pas faire le rétablissement s'il ne voit pas de côlon qui est vraiment clean. Il va te dire, moi je ne fais pas d'anastomo sur un côlon inflammatoire. Donc on fait la coloscopie à travers l'orifice et à travers, bien sûr, l'anus, et on trouve qu'il y a une cicatrisation par la combothérapie. On a une muqueuse érythématose congestive, ulcération superficielle avec saignement au niveau du rectum. Là, on est devant une maladie de Crohn, mais pentasa lavement. Ça a été donné au patient. Dans une consultation, on lui a donné du pentasa. Aucun intérêt dans la maladie de Crohn. Mais je vous dis la réalité des choses. C'est pourquoi dans la consultation Mickey, c'est des patients qu'il faut voir, qu'il faut surveiller. C'est à nous de faire la consultation. Un patient, par exemple, qui a un reflux ou qui a une pathologie fonctionnelle, je dis un intestin irritable, il peut être vu par plusieurs médecins. Mais quand vous avez un patient qui a une Mickey, il faudrait qu'il y ait un médecin référent. C'est ça le plus important. Alors par la suite, vu la non-réponse, avec des lésions anopériennes qui étaient toujours productives, c'est en place, on a optimisé. On est passé d'un traitement d'entretien toutes les 8 semaines à 6 semaines. Vous savez très bien que l'optimisation dans le cadre des anti-TNF, on a 2 méthodes. Soit l'optimisation sur la durée, on passe à 6 semaines, voire 4 semaines, soit l'optimisation sur la dose, au lieu de 5 mg kg par séance, on va passer à 10. Moi, personnellement, je ne suis jamais passée à 10. Pourquoi? Parce que j'estime qu'il y a un risque infectieux qui est très important. Et parfois, on ne peut pas le gérer. Donc, je préfère raccourcir sur la durée qu'augmenter la dose. Donc, on a optimisé avec des surveillances cliniques et coloscopie. Alors, on a toujours le même constat endoscopique. On est allé à une endoscopie par an. Et puis, par la suite, on s'est dit, est-ce que vraiment, ce n'était pas un échec? On est passé d'à côté d'un échec. Alors, il faut savoir que l'échec, dans le cas des anti-TNF, il y a l'échec primaire et l'échec secondaire. L'échec primaire, il est estimé à partir de la 14e semaine. C'est-à-dire vous avez fait votre schéma d'induction, vous avez commencé le traitement d'entretien. À S14, vous allez dire, est-ce qu'il répond ou pas? Il ne répond pas, c'est un échec primaire. D'accord? Il répond, je continue le traitement. Donc je suis rentrée dans la deuxième phase. Et là, si mon patient ne répond pas, je suis dans l'échec secondaire. D'accord? Parce que là, il y a 2 choses qu'il faudrait séparer et éclaircir. Si vous voulez retenir, c'est tout ce qui est injectable, les anti-TNF. Là, l'échec primaire, c'est avant 14 semaines, et secondaire, après 14. Sous-cutané, c'est à partir de la 8e semaine. Les sécunimab, à partir de la 16e semaine. C'est plus facile. Alors, chez notre patient, on s'est dit qu'il n'avait pas de bonne réponse endoscopique, et on a continué. N'oubliez pas
qu'il a une stomie. Alors la stomie déjà, elle fait office de traitement. C'est un peu dérivation du flux fécal. Normalement, ça va aider à la cicatrisation des lésions anopérinéales. Alors, non-réponse endoscopique complète, et moi j'ai besoin de cette réponse endoscopique complète avec une calprotectine qui est élevée. Je décide à ce moment-là de faire un monitoring, de faire un dosage pharmacologique. Et on va voir quelles sont les indications des dosages pharmacologiques, et on parlera tout à l'heure des dosages. Alors, l'échappement à l'anti-TNF, quand vous avez un anti-TNF qui ne marche pas, il faut se poser ces questions-là. Vous avez 5 questions à poser. La première, il faut éliminer les autres causes de symptômes, c'est-à-dire est-ce qu'il ne fait pas une infection, une sténose, un cancer, trouble fonctionnel intestinal, ce qui est un diagnostic différentiel, c'est possible. Optimiser l'anti-TNF, soit empiriquement, soit en faisant des dosages. L'idéalement, c'est de faire les dosages, mais parfois ça peut tarder, et donc vous pouvez le faire de façon empirique. On va voir quand. Reprendre un immunosuppresseur en association, et on a dit combo fait mieux que monothérapie. Discuter les options médico-chirurgicales, et je dis, dans une RCHAS ou dans une maladie de Crohn, la chirurgie, il faut toujours la garder à l'esprit si jamais il y a indication. Et toujours, idéalement, et vu on est en 2024, on peut objectiver la perte de réponse par les biomarqueurs pour avoir des arguments solides, notamment pour nos mutuelles. Quand on va leur donner un compte rendu où il y a les biomarqueurs, il y a tout, ils vont accepter, bien sûr, l'optimisation ou le changement, ou ce qu'on appelle le swap. Alors, les critères à prendre en compte pour décider de la nature du traitement de deuxième ligne, il faut discuter avec le patient. Il faut lui poser la question. Bien sûr, en fonction de l'âge, le sexe, les comorbidités. Vous savez qu'il y a des médicaments qu'on ne peut pas donner chez un sujet âgé cardiaque. Un sujet qui a une MICI âgée est défini à partir de 65 ans. Donc, ce n'est pas les mêmes traitements. Il faut faire attention. Il y a le risque néoplasique. Quel type de maladie, localisation, manifestation extra-intestinale? Pourquoi il y a eu l'échec? Est-ce que c'est un échec primaire, perte de réponse ou intolérance? Parfois, on a des intolérances. Et quel traitement de deuxième ligne associé? Et là, je voulais vous présenter par rapport au dosage pharmacologique, et je pense que c'est très important. Quand on peut les faire, c'est l'idéal. Alors, quand vous avez un patient sous anti-TNF, en cas d'échec primaire, avant 14 semaines, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, et bien là, vous pouvez changer sans faire de dosage, parce que vous avez fait la S0, S2 et 6, et vraiment, peut-être qu'ils seront faussés. On va parler d'un échec primaire, il faut carrément discuter de changer de classe thérapeutique. Si votre patient a répondu, et on est en traitement d'entretien, il a perdu, il est en perte de réponse. C'est un échec secondaire. À ce moment-là, il faut faire les dosages du taux résiduel de l'anti-TNF et des anticorps. Et en fonction de vos résultats, soit vous allez, bien sûr, switcher dans la même classe thérapeutique. Au lieu de l'infliximab, vous allez donner de l'ADA, d'accord? Ou bien vous allez swapper, carrément changer de classe thérapeutique. Au lieu des anti-TNF, on va donner, par exemple, les anti-IL-12-23. Ou du VEDO qu'on n'a pas au Maroc. Donc toujours, il faut avoir ce tableau pour, bien sûr, décider de la prise en charge. Alors, que proposez-vous chez ce patient? Optimiser chaque 4 semaines, sachant qu'on était à 6 semaines d'optimisation de l'infliximab. Optimiser sur la dose, changer de classe thérapeutique. Sachant qu'il a des anticorps négatifs, le taux d'infliximabémie, il était à 8,22. Si on revient au tableau, les anticorps sont absents, taux résiduel adéquat, on va descendre, swapper, c'est-à-dire changer de classe thérapeutique vers le VEDO ou l'isticunimab. Donc là, on va changer de classe thérapeutique. Et c'est ce qu'on a fait chez notre patient. Ce qui sort dans les recommandations, bien sûr, l'isticunimab pour induire la rémission chez les patients qui ont une maladie de Crohn en échec d'un anti-TNF, et on a commencé l'isticunimab le mois de juin 2022. On a fait l'induction intraveineuse et puis par la suite, on est parti sur un schéma de 12 semaines. Alors quand on a un échec d'anti-TNF, le vedolizumab fait mieux plutôt que le placebo. On peut choisir le VEDO, c'est l'essai Gemini qui a confirmé et qui a montré l'efficacité du VEDO en matière de rémission clinique et de réponse d'amélioration du score du CDAI. Et il y a bien sûr l'étude Unity 1 et 2 qui a pris tous les patients qui étaient soit en échec d'anti-TNF ou bien en échec du traitement conventionnel. On les a mis sous isticunimab, c'est des patients qui avaient une maladie de Crohn. Et puis par la suite, on les a surveillés. Quand il y avait une réponse, on les a randomisés en 3 bras, soit lustés toutes les 8, toutes les 12, ou bien le placebo. Alors les résultats
de cette étude montre qu'il y a une très bonne réponse à partir de la 3e semaine en matière de rémission clinique, normalisation de la CRP à partir de la 3e semaine de façon très significative, quel que soit le schéma par rapport au placebo, et aussi une normalisation de façon très significative de la calprotectine fécale. Donc, est-ce que vraiment ça va marcher avec tout le monde? Eh bien, il y a des critères de bonne réponse à l'istiquinimab dans la maladie de Crohn. Alors, est-ce qu'il sort de ce travail, de cette méta-analyse? C'est que quand on a le sexe féminin, une maladie qui n'est pas très ancienne, pas trop de fibrose, quand on a une atteinte idiocolique, ça marche bien. Quand le score de Havre-Brachdo moins de 7, c'est un score qui est clinico-biologique. Quand on a un phénotype non sténosant, aussi les facteurs prédictifs de réponse. Quand on a des maladies de Crohn sténosantes, là, il faut vraiment se poser la question. Et le malade qui n'a pas été opéré. Alors pour la non-réponse, comme on a dit tout à l'heure, la non-réponse, c'est à partir, comme j'ai dit tout à l'heure, 16 semaines. Ce qui est bien avec l'istiquinimab, c'est qu'on ne met pas de combothérapie aussi. Là aussi, c'est un avantage. Avec l'UST, pas de combo. Alors ça a été démontré dans les études, que vous fassiez mono ou combo, pas de différence significative. Et si on compare l'istiquinimab avec les autres molécules, le risque d'avoir une immunisation et d'avoir des anticorps, il est de 4,8%. C'est vraiment très très minime. Là aussi, c'est un autre avantage. Donc l'association avec un immunosuppresseur n'a pas de bénéfice clinique au cours du traitement par de l'istiquinimab. Alors chez notre patient, on revient à une maladie de Crohn anopérinéale et ileocolique. Il a bien évolué sur les surveillances endoscopiques en matière de cicatrisation sur l'ilion, le côlon, mais malheureusement, la partie rectosigmoïdienne est restée toujours pathologique. Donc à ce moment-là, on a décidé d'optimiser, de passer à 8 semaines d'istiquinimab. Il a commencé à cicatriser, il s'est amélioré dans les endoscopies, mais malheureusement, il a présenté une sténose au niveau à 18 cm de la marge anale. Et donc là aussi, le chirurgien, je ne vais pas rétablir, il y a une sténose. Alors les résultats actuels sont ceux-ci. Une rémission endoscopique, là aussi c'est l'endoscopie de cette semaine. Je suis désolée de l'image, je n'avais pas les images initiales. Les 7 ans, ils ont été au cours du traitement, ils sont tombés spontanément. D'ailleurs, il ne faut pas les serrer quand on a une maladie anopérinéale. Assèchement des lésions initiales, une bonne amélioration, mais nous avons toujours une petite sténose qui est franchie par le fibroscope et pas par le coloscope. Donc ce qui est prévu pour ce patient, c'est de dilater, calibrer et rétablissement de la continuité. Oui. Ils sont tombés et ça s'est fermé. J'ai plus de trajet fistuleux. Assèchement, on se fermait, assèchement, ils sont tombés à demeure. Ça, c'est la vraie vie. C'est-à-dire, mais il y a d'autres patients. Là, je vous ai présenté des cas qui ont bien évolué, mais aussi, il y a des cas qui n'ont pas bien évolué. Donc, pour parler de la vraie vie, d'accord. Et on va voir que le Stelara en matière de maladie de Crohn, je dirais luminale, il est en première ligne, deuxième ligne, en troisième ligne, idem à l'istiquinimab, c'est ce qui sort dans les études. Mais en matière de Crohn anopérinéale, il n'y a pas d'études suffisantes pour l'indiquer en première intention. Ça, c'est le message que je voulais vous dire, c'est qu'on ne peut pas l'indiquer en première intention pour l'istiquinimab. 10 minutes. Bien. Vous n'êtes pas fatigué? Non. Alors, il n'y a pas, dans les recommandations, on ne peut pas indiquer l'istiquinimab en première intention dans les lésions anopérinéales. On le sait bien, l'anti-TNF, l'infliximab fait mieux que les autres molécules. Donc vraiment, si vous êtes bloqué, si ça ne marche pas, c'est une option thérapeutique. Pourquoi? Parce qu'il y a l'étude Biolab du GTED qui l'a évalué chez un certain nombre de patients. Il y a un succès à 38, efficacité à 3 mois qui s'estompe dans le temps, avec chute de 7 ans, mais il y a aussi des patients qui ont été retraités. Donc les arguments sont insuffisants pour l'indiquer en première intention dans les lésions anopérinéales. Comme ça, pour ne pas vous dire que tout est bien, tout est beau, on a une patiente, il n'y a pas le temps, j'allais la présenter aussi, qui a des lésions anopérinéales, un Crohn ileocolique, stomisé, lésions anopérinéales, qu'on a mis sous anti-TNF. On l'a mis sous biosimilaire, puis par la suite, anti-TNF, la molécule mère, il fait un peu chaud dans la salle. Puis par la suite, elle ne s'est pas améliorée, on l'a mis sous istiquinimab, elle s'améliore, puis perte de réponse et on revient à l'anti-TNF. Donc ça reste au cas par cas, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas l'indiquer dans les lésions anopérinéales en première intention. Alors le troisième cas, ça va être un cas rapide pour vous dire
que ce n'est pas facile de gérer une maladie inflammatoire. Alors, c'est un jeune patient de 34 ans, tabagique chronique, opéré pour fistule anale en octobre 2023. Janvier 2024, il est admis chez nous pour lésion anopérinéale avec un syndrome de Koenig, douleur de la fosse iliaque gauche. On fait l'endoscopie, quelques ulcérations aftoïdes avec lésion anopérinéale sur plan histologique. Notre anapathe nous fait plaisir, maladie de Crohn. Sinon, le gastro-entérologue va se fâcher. On fait l'IRM anopérinéal, tout est joli, tout le tableau clinique. Alors l'IRM anopérinéal, trajet, fistule anopérinéale soulevatorienne, transsphinctérienne, complexe, en fer à cheval, active, très bien. C'est une maladie de Crohn iliocolique et anopérinéale. Qu'est-ce que vous proposez? Là, je pense que drainage avec 7 ans, antibiothérapie, c'est une évidence, la première des choses à faire. Les corticoïdes, peut-être après drainage, on peut les discuter. Parce qu'il a un syndrome de Koenig, il y a une maladie luminale, on peut discuter après drainage et antibiothérapie. Anti-TNF seul, je ne pense pas, parce qu'on a une maladie de Crohn iliocolique et anopérinéale. Une combothérapie, oui, il faut indiquer la combothérapie. Les Stiekunimab, point d'interrogation, il n'y a pas assez de critères, on ne va pas l'indiquer. On est clair. Alors, drainage avec pause de 7 ans, antibiothérapie, anapathe, là aussi, maladie de Crohn, tout est bien. On est bien, c'est une maladie de Crohn, on le staff. On va commencer, on a commencé biothérapie, c'est bon. Alors, bien sûr, on a fait le bilan pré-thérapeutique, tout est négatif, tout est bien. Quantiférant, IDR, radio de poumon, tout. C'est systématique. Vous savez ce qu'on fait? On prend le protocole du GTED, du bilan pré-thérapeutique, les résidents le posent en consultation, on commence à cocher, on le met dans le dossier, c'est très pratique. Alors, quand on a des lésions anopérinéales, pour mieux les caractériser, c'est l'IRM. Ça, c'est très important. L'échographie endorectale, ce n'est pas vulgarisé, mais c'est aussi un très bon moyen pour les sphincters, pour voir les fistules internes. C'est un très bon moyen. L'association des deux augmente la rentabilité diagnostique. L'exploration endoscopique, bien sûr, du rectum, du côlon est systématique. Qu'est-ce qui est indiqué? Ce que disent les recommandations. Anti-TNF infliximab. Il faut éviter les immunosuppresseurs dans les lésions anopérinéales, la cicatrisation, et ils ne dépassent pas les 60%. Alors, pour les autres molécules, l'Stiekunimab, le Vedo, pas assez d'éléments pour les indiquer. Très bien. Les études ont montré qu'avec l'infliximab, ça donne très bons résultats par rapport au placebo en matière de cicatrisation, en matière de fermeture des fistules. Donc, très bien. Les recommandations écho, ce que disent dans les lésions anopérinéales, les futures recommandations SMAT, drainage et 7 ans, obligatoire. Vous avez de la chance de faire de la chirurgie proctologique. Sincèrement, c'est... Il y a Casa Sud, c'est ça, le sud du Maroc, les gastros le font. Pas mal. Rabat Nord, on ne le fait pas. D'accord. Alors, l'ADA, dans les lésions anopérinéales, peut être utilisé pour l'induction et le maintien, mais regardez, recommandations faibles. Alors, si vous prenez l'UST, absence de preuves suffisantes. Et si vous prenez le Vedo, la même chose, thiopurine en monothérapie, il ne faut vraiment pas, si vous avez les moyens de le faire, de tenter. Il ne faut pas les tenter, je veux dire. Alors, notre patient, schéma d'induction S0, S2, il vient pour la S6, et bien sûr, on l'examine. On retrouve ça. Alors que, quand on lui a posé les 7 ans, c'était cet aspect. Complexe à l'intérieur, cet aspect, et puis on retrouve ça. Une aggravation, c'est quoi? Moi, j'ai eu peur. Je me suis dit, c'est quoi ça? C'est un patient, normalement, tous les critères étaient là, tout était joli pour dire que c'est un Crohn. Qu'est-ce que je vais faire? Je continue le traitement, j'arrête? Est-ce que vraiment c'est une maladie de Crohn? Ben, les diagnostics différentiels, vous avez essentiellement deux. L'hydradénite suppurative, ben, il faut voir les aisselles au niveau des mamelons, d'accord, associé à la maladie de Crohn dans 12 à 17% des cas. Normalement, quand vous avez des lésions superficielles, là c'est en général, ce n'est pas pour le cas clinique les diagnostics différentiels, soit la tuberculose. Et là, la tuberculose, on a les granulons dans les deux. La nécrose caséeuse, on ne la trouve que dans 30% dans la tuberculose. Donc il y a toujours de similitudes entre les deux pathologies. Que faire? Alors on a arrêté les anti-TNF, on a tout arrêté. Vous arrêtez. Biopsie, j'appelle le dermato. J'ai l'avantage, il y a la gastro, là, à côté de la dermato, je l'appelle, mon collègue, il me voit le patient, il me dit on va faire des biopsies. On refait le bilan physio qui initialement était négatif, je retombe sur ça. IDR positif, j'ai un expert dans les crachats, non détecté, quantiférant positif, il était négatif. Biopsie anale, granulome, il n'y a pas de nécrose caséeuse. TDM thoracique, j'appelle pneumo, miliaire tuberculeuse.
est-ce que... Oui. Donc, soit que c'est une tuberculose qu'on a ratée, soit c'est une association. Mais, quand on a démarré le traitement antibacillaire, regardez l'évolution. Anna, pour moi, c'est une tuberculose. Parce qu'il y a deux choses. Soit que vous avez, malgré le traitement, les lésions ne vont pas cicatriser. Et donc, vous allez vous dire, est-ce que ce n'est pas une association? Et il a fait une flambée de sa tuberculose sous biothérapie, et je vais traiter, je vais par la suite rediscuter et peut-être retraiter la MIC. Soit que ce n'est pas vraiment une maladie de Crohn, et que c'est vraiment une authentique tuberculose. Négatif. Négatif. Là, on revient sur comment faire l'IDR. Comment, sincèrement, on a l'IDR dans l'hôpital public. Sincèrement, il y a des faux négatifs, mais en général, sincèrement, dans l'hôpital public, ils maîtrisent la tuberculose au Maroc parce qu'elle est endémique. Pour nos confrères qui viennent de France, nous, la tuberculose, elle est endémique. Donc, on est bien expérimenté en matière de traitement. Alors, les similitudes existent entre les deux pathologies, Crohn et tuberculose, en matière de présentation clinique. La tuberculose, c'est court. Maladie chronique, c'est plusieurs mois, plusieurs années d'évolution. Sur le plan imagerie, faites attention, il y a des adénopathies nécrosées de grande taille, chose qu'on n'a pas dans la maladie de Crohn. Et en coloscopie, on a des ulcérations circonférentielles avec valvules béantes. Dans la maladie de Crohn, elles sont plutôt longitudinales. Et sur le plan histologique, il y a aussi des différences importantes, notamment, et là je viens de le voir, c'est une hyperhistiocytose, des histiocytes en histopathologie. C'est pourquoi je vous ai dit, il faut avoir un radiologue chevronné, un anatomopathologie chevronné et être ami du chirurgien pour bien gérer les MIC, je pense. Alors les lésions endoscopiques, c'est ça en général, ça se ressemble, mais la description, regardez ici, ulcération circonférentielle, longitudinale, dans la maladie de Crohn. Donc déjà, vous avez ce feeling qui vous attire quand vous faites votre endoscopie. Alors là où la tuberculose est endémique, notamment dans les recommandations asiatiques, ils recommandent de mettre un traitement antibacillaire si le diagnostic il est incertain, de le commencer 8 à 12 semaines avant de commencer le traitement par biothérapie. Et si jamais le patient il est mis sous traitement, il faut le surveiller, le monitorer les 3 premiers mois pour ne pas passer à côté de ce qu'on a eu. Mais heureusement qu'on surveillait le patient, qu'on l'examinait. Et éviter de commencer un traitement antituberculeux et une biothérapie en même temps. Toujours les décaler. D'ailleurs, même quand on a un quantiférant qui est positif, on dit qu'il faut commencer 3 à 4 semaines avant à commencer notre biothérapie. Si vous avez les symptômes qui persistent après 3 mois de traitement antituberculeux, est-ce que ce n'est pas une maladie de Crohn? Donc toujours, ce sont les premiers mois qui font la différence. Et quand vous avez le doute, monitorez votre patient pour ne pas avoir de surprise par la suite. Donc là, c'est l'examen clinique. Donc en conclusion, la prise en charge elle est de plus en plus complexe des MICI. Elle est multidisciplinaire. On est convaincu, c'est le staff MICI régional qui va permettre d'améliorer. Intervention précoce permet de changer l'histoire naturelle. Avoir un staff régional et référentiel et registre MICI au Maroc, ça permettra d'améliorer notre prise en charge. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Mellouki. Vraiment, c'était un plaisir de t'entendre et de te suivre. Qu'on a profité tous de cette mise au point. Est-ce qu'il y a des questions rapides parce que... Mais vraiment, c'était clair. Vraiment, un grand merci. Un grand merci.